Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 41e épisode de C'est quand la pause, le podcast qui décrypte pour vous les tendances du monde de la formation. Cette fois, un épisode un peu spécial. Spécial parce qu'il s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Podcaston, l'événement caritatif qui consiste, pour les podcasteurs qui le souhaitent, à tendre le micro à une association caritative. 300 podcasts avaient participé l'année passée. Nous avions alors reçu Ibrahim Ouassari, fondateur de Molen Geek. Cette année-ci, nous avons décidé de mettre à l'honneur BSF Belgique. Non pas le Brussels Summer Festival, mais Bibliothèque sans frontières Belgique, dont les missions principales sont de former par et au numérique. Mais avant d'accueillir notre invité, je ne vous présente plus Jérôme, le sprinter des syllabes, capable de débiter des mots plus vite que son ombre. Il jongle avec les mots comme avec des balles, dans un spectacle d'agilité verbale qui captive et surprend, rendant chaque échange avec lui aussi exaltant qu'une course-poursuite. Ça va, Jérôme ? Ben après une présentation pareille, oui, ça va très bien. Ça met un peu la pression, mais non, tout va très bien. Tu vas gérer ça. Et ensuite, Nico, le marathonien de la conversation, dont la persévérance verbale peut tenir tête au plus long monologue. Sa présence apaisante et son endurance verbale font de lui le pilier stable autour duquel le dynamisme de notre podcast s'articule, promettant des dialogues aussi profonds qu'un marathon est long. La forme, Nico ? Ouais, tout va bien. Petit run ce matin, donc ça va. Mais on avait dit qu'on se calmait un peu sur les intros. Oui. Mais c'est comme voilà, on avait dit qu'on ne le faisait plus que je me suis dit que ce serait bien de le refaire une petite fois. Oui, la dernière fois, je me suis lâché avec les jingles, les génériques. Tout est permis via maintenant. IA. Et oui, voilà. Ouais. Vivement le prochain épisode. Je sais pas ce que je vous réserve pour la présentation au prochain épisode, mais je sens que il y a de la pression. Ça va être sympa. Ouais. Et à propos de course, elle en est où votre préparation toi, Léo, toi, Léo, d'abord, parce que tu dis que Jérôme est sprinter, moi marathonien. Toi, tu te situes où ? Dis-nous tout. Ni l'un ni l'autre. Donc on a les deux extrémités du continuum, et moi je suis hors continuum, tout simplement. Alors pour le moment, quand même que sprinter c'est très imagé, parce que j'ai pas du tout le look d'un sprinter ni l'allure non plus, d'un marathonien non plus, Mais tu as le chrono, excuse-moi. On en a discuté dernièrement. Enfin, non pas d'un sprinter, mais d'un. Non, pas d'un sprinter, d'accord. Ça c'est quand j'étais jeune, fort et beau et tout ça. Tout ça, c'était au siècle passé, messieurs dames. Et Lio, t'as quand même fait du trail aussi. Oui, dans une vie passée, c'est-à-dire dans la même vie que Jérôme, mais sans lui. C'est vrai que je faisais du trail et c'était très bien. Ça prenait du temps, ça prenait tous les week-ends. Donc je comprends la préparation et la pression que vous vous mettez, parce que c'est un petit peu le cas, non ? On va pas s'en cacher. Il y a les 20 km pour ceux qui nous suivent sans le savoir, les 20 km de Bruxelles qui ont lieu fin mai, je crois. Et Nico et Jérôme ont décidé de se mettre un défi, de ne pas faire ça pour le fun, mais de faire ça pour la performance. N'est-ce pas ? Tous les trois, Léo, parce que toi aussi, tu viens avec nous, Et moi, je fais ça pour le fun. On fait une équipe, c'est quand la pause, donc voilà. Bon, de manière plus générale, ça va bien, Nico, en ce début de printemps ? Qu'est-ce qui t'occupe pour le moment ? Tout roule. Ce qui m'occupe, c'est alors pas mal de projets un peu comme d'habitude, mais un truc qui m'occupe en dehors de tous ces projets, c'est que je suis pour l'instant le bootcamp Tribu Indé, donc le bootcamp d'Alexis Minkela, dont j'ai déjà parlé, je pense sur le podcast, qui est un bootcamp qui aide à structurer son activité d'indépendant. Et ça me fait retomber en tant qu'apprenant. Alors certes, j'apprends un peu tous les jours en lisant, en écoutant des podcasts, en choisissant un peu ce que j'ai envie de suivre. Là, j'ai choisi de m'y inscrire, mais il y a quand même tout un tas d'activités, notamment en pédagogie par projet, qui sont à réaliser. Et ça faisait un petit temps que j'avais plus été confronté à ça. Alors il y a eu le permis l'année passée. Ici c'est autre chose. Et donc dans cette pédagogie par projet, nous on en parle toujours en bien en tant que concepteur. Quand on la vit en tant qu'apprenant, parfois on est là, on doit encore faire tout ça. On doit, voilà, il y a toutes ces tâches à réaliser. On doit en discuter avec le groupe, etc. Et c'est finalement assez intéressant de vivre des réelles expériences d'apprentissage du point de vue apprenant, pour aussi se remettre dans la peau de nos utilisateurs, utilisatrices, d'adopter cette posture-là et d'être confronté à toutes ces
toutes ces micro-difficultés quand on est apprenant dans un parcours qui est séquencé, etc. Donc c'est un peu mon actu et mes difficultés du moment. Un petit peu à des formations professionnelles, je crois qu'on a tendance à tout décortiquer quand on passe de l'autre côté de la force, quoi. Non, j'allais dire, je me suis inscrit à ce bootcamp pour travailler sur des compétences sur lesquelles je travaillais pas habituellement. Et donc là, c'est me forcer, par exemple, à découvrir la prospection, à apprendre à en faire, etc. Et ouais, quand on le vit en tant qu'apprenant, c'est pas facile. Mais voilà. Ouais. Jérôme, de ton côté. Je comprends, pour rebondir sur ce que tu dis, Nico, hein, on a un peu une déformation professionnelle, c'est quand on passe de l'autre côté de la barrière, on a tendance à vouloir tout analyser, des fois au détriment de notre propre apprentissage aussi. Donc c'est pas toujours facile, mais il faut se faire un peu violence et se laisser aller en tant qu'apprenant aussi et pas toujours voir le côté apprentissage. De mon côté, et j'en avais parlé dans certains des épisodes, je sais plus lesquels, mais 1 ou 2 des 40 épisodes précédents, sur l'implémentation d'un nouveau formulaire d'évaluation pour toutes nos formations chez Sephora. Et donc enfin ça va être implémenté après je dirais quasi 1 an où on a démarré de voir on devait revoir nos formulaires d'évaluation, mais qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans, comment est-ce qu'on voulait mettre le choix des questions, le testing, le dashboard, voir qui allait consulter les données qui vont nous permettre de faire quoi. Et donc là on voit enfin le bout du tunnel, si je peux dire, ou l'implémentation concrète qui va être mise en place, qui va nous permettre d'avoir enfin des données de nos participants sur le transfert et sur l'impact. Donc vraiment leur demander, est-ce que vous utilisez dans votre pratique ce que vous avez vu en formation et quel a été l'impact de la formation sur ce développement de compétences. Donc on fait un peu le deuil de uniquement la réaction ou la satisfaction. Et on va vraiment aller voir, ok, vous avez vu ça, est-ce que ça vous avait été utile? Si oui, est-ce que la formation a contribué ou quels sont les éléments qui ont été favorisants pour mettre en place ça sur votre lieu de travail ou dans votre situation professionnelle? Et si pas, qu'est-ce qui a fait que parce que des fois c'est pas toujours la faute de la formation. On pourrait aussi dire ok, j'ai suivi une formation, j'ai pas réussi à le mettre en place, mais parce que j'ai changé de job, mon manager m'a pas permis, finalement on a changé d'outil. Donc ce n'est pas la faute de la formation. Donc ça va nous permettre d'identifier vraiment quelle est la valeur et la valeur ajoutée d'une formation aussi, mais ça va aussi aider l'apprenant dans son apprentissage aussi, puisque le formulaire d'évaluation va lui rappeler certains principes, va l'aider à le mettre en pratique. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner maintenant en live. On a déjà fait des tests de manière théorique et maintenant on va le faire en pratique à grande échelle. Donc c'est une petite victoire quand même, c'est chouette. Après un an de voir ce projet qui s'implémente. Vous avez fait le deuil de l'évaluation de la satisfaction. Est-ce que vous continuez quand même à le faire? Et dans ce mot deuil, est-ce que ça a été difficile pour les équipes de peut-être abandonner ou d'arrêter de le faire ou de ne faire que ça? Oui, en fait, mais c'est surtout enlever l'habitude de dire oui, mais allez. Par habitude, on mesure la satisfaction. Là, on va plus le faire. On a l'impression de perdre quelque chose aussi. Donc, c'est un peu le côté culturel ou traditionnel, de dire on mesure la satisfaction. Donc, il y a quand même eu un travail de dire oui, ok, on la mesure, mais qui la consulte? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a ces données nous permettent de prendre des actions et des décisions par après aussi? Donc, voilà, il y a eu tout ce travail en interne de pouvoir le faire et de le faire autrement aussi, parce qu'il y a eu sur le quoi d'abord, qu'est-ce qu'on veut mesurer, et donc là de se dire la satisfaction ou le retour de nos clients sont importants, mais est-ce que dans un formulaire d'évaluation à chaud, à froid, après chaque session de formation est la bonne manière de faire aussi. Et donc là, on envisage d'autres pistes de mesurer un peu l'expérience l'expérience client de manière générale, plus à travers des campagnes d'emailing ou autres, mais pas de manière systématique après chaque parcours de formation. Cool. Ok. Mais c'était, oui, effectivement, un changement en interne de convaincre, dire on va changer cette manière de faire aussi. Donc voilà, on a gardé encore 1 ou 2 questions pour rassurer, on va dire, et parce qu'il y a des choses quand même pertinentes à aller chercher. Mais de manière générale, oui, on a quand même changé à 90 ou 90% nos questions. Ok. Ce sera pas la dernière fois que tu devras nous en parler alors. Non. Je serais ravi de vous donner un feedback là-dessus le plus vite possible, oui.
De mon côté, un petit peu dans la même posture que Nicolas, j'ai repris des cours de néerlandais. C'était un engagement, une bonne résolution, je pense, que j'ai tenu. Donc, c'est-à-dire que l'heure qui précède cet enregistrement, je l'ai passé en néerlandais en discussion avec une enseignante, une formatrice de néerlandais. Et de la même manière que ce que tu disais, Nico, tu te poses des questions sur tout. C'est du type, tu passes plus de temps à réfléchir à pourquoi est-ce qu'elle te demande de faire ça comme ça, de cette manière-là, et qu'elle te partage son écran en prenant des notes, et qu'elle te demande si tu as besoin de toi prendre des notes, si t'es plus kinesthésique ou visuel. T'es en train de te dire, mais non, comment ça se fait qu'elle a intégré ces mythes-là, et puis qu'est-ce que je vais lui répondre sans vexer? Est-ce que je joue le jeu, ou bien bref, plutôt qu'à réfléchir à ton vocabulaire. Et donc c'est une épreuve de ce genre de formation, mais ça reste top en fait. Et je me rends compte que la formation en langue est quand même, sans pouvoir la qualifier particulièrement, est différente des autres formations. Il y a un côté qui est peut-être plus on s'est pas amené la même interactivité, on s'est pas amené les mêmes outils comme on peut le faire dans d'autres formations, et je vais continuer à analyser ça parce que pour le moment je suis dans la gestion diplomatique de moi-même par rapport à la manière de faire de l'enseignante. Mais après, je crois que ça dépend aussi du niveau, hein. Il y a un certain niveau où, en fonction de ce que tu veux apprendre de la langue aussi, si tu dis, en fait, c'est une richesse de vocabulaire, ou bien si c'est de l'écrit, ou si c'est de la gestion de réunion, il y a des choses un peu plus activables à court terme, mais sinon, oui, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que ça demande, après, comme toute compétence, mais encore plus de temps et de pratique, et pour pouvoir se l'approprier aussi. Et ce qu'il y a de particulier ici aussi, et c'est optimal, je pense, pour apprendre en fonction de l'objectif que je m'étais fixé, c'est le côté cours particulier. Il y a pas le côté interaction, il y a pas le côté je peux me reposer sur l'autre, je peux apprendre de l'autre. Non, en fait, l'autre c'est moi, ou l'autre c'est la formatrice. Donc c'est vraiment, je pense que je reviendrai aussi sur ce point parce que ça, je vais pas dire que ça me perturbe, mais il y a une expérience, il y a un retour d'expérience à faire. Mais est-ce que tu pourrais discuter avec la formatrice si elle est consciente que tu la juges comme ça sur tout ce qu'elle va faire et qu'elle va dire? Mais je la juge, en fait, c'est moi que je juge. Je la juge positivement. Enfin, j'apprécie sa manière de faire de manière critique. Mais c'est vrai que ça va rester dans l'intimité de ce podcast, et que je ne vais peut-être pas partager ça avec elle. À la fin du trajet, tu vas lui dire, bon alors, madame, voilà un peu les différences. Moi aussi, j'ai du feedback. Bon, non, ça se passe très bien. Mais lâche-toi et amuse-toi, et c'est le principal. Je vais faire ça, mais il faut savoir se lâcher dans une autre langue, c'est pas toujours simple, et savoir essayer d'arriver à accomplir son objectif, enfin de se fixer un objectif atteignable en l'occurrence 10 heures, qui s'étale sur 10 semaines, plus interruption, donc sur 15 semaines, donc ça va être assez spécial aussi. On en reparlera. Oui, après, t'as l'avantage de pouvoir mettre en pratique très facilement dans ta situation professionnelle, donc c'est quand même un point positif. Oui, ça c'est clair, ça a été l'activateur du cours maintenant plutôt qu'à un autre moment, c'est que je peux de fait pratiquer au quotidien la moitié de mon temps au moins, quoi, c'est clair. Bon, comme je le disais précédemment, nous ne sommes donc pas seuls pour cet épisode, mais en compagnie de Stéphanie Kleinen, de Bibliothèques sans frontières Belgique. Et je la remercie au passage d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie, tu peux te présenter en quelques mots peut-être ? Bonjour d'abord, merci de m'avoir invité, ou plutôt de nous avoir invités par le biais de moi. Alors, moi je travaille chez Bibliothèques sans frontières depuis maintenant, ça va faire 4 ans. Alors, je vais pas refaire tout mon parcours, mais globalement, j'ai travaillé dans le domaine de la formation et d'éducation, d'enseignement pendant à peu près toute ma carrière. Au départ, je suis logopède de formation, puis j'ai refait des études en romane, avec l'idée peut-être un jour d'enseigner en secondaire, ce que j'ai fait un petit moment. Et puis j'ai rapidement basculé dans la formation d'adultes.
D'abord dans l'associatif et puis en entreprise et puis j'ai eu la chance en fait d'être engagée à l'UCL pour faire de la vulgarisation scientifique en formation. Donc c'était principalement donner des formations en communication en entreprise, mais en basant sur des recherches qui avaient été faites en communication ou en linguistique et de voir dans quelle mesure on pouvait réutiliser ça dans le cadre de formation d'adultes en entreprise. C'était super intéressant. Et puis je suis allée dans le vrai corporate pendant un petit moment, voir à quoi ça ressemblait. Et puis je suis revenue à l'UCL où j'ai travaillé sur les MOOC. Donc on s'est rendu compte qu'on avait été collègues à distance entre universités concurrente entre guillemets partenaire, j'allais dire. Voilà, mais c'était un peu à la grandeur des MOOC où tout le monde s'emballait là-dessus, il fallait en produire plein vite et voilà, c'était super intéressant. Et puis voilà, j'ai un peu voyagé, puis quand je suis revenue en Belgique, j'ai un peu chercher 2-3 pistes et je suis arrivée dans cette association que je ne connaissais pas du tout avant, qui existe maintenant depuis un peu plus de 6 ans en Belgique et à peu près 16 ans en France et à l'international. Je suis arrivée via un projet d'inclusion numérique qui était un projet européen Erasmus+. Alors un des aspects qui m'intéressait dans le projet, c'était que j'allais sur papier pouvoir voyager un petit peu. J'étais censée aller former des bibliothécaires dans divers pays européens pour leur permettre de devenir des aidants numériques ou en tout cas d'organiser des ateliers d'inclusion numérique dans leur bibliothèque. Mais donc quand je dis que j'ai été engagée il y a 4 ans, ça veut dire en mars 2020. Et donc le projet a été un petit peu pas interrompu dans son élan, on va dire dans son premier élan et dans ses premières intentions. Donc je suis restée sur le projet, on l'a beaucoup fait évoluer. Je suis pas du tout allée ni en Finlande ni en Pologne. Enfin voilà, c'est la vie. Mais ça a été très intéressant d'ailleurs de voir la façon dont on pouvait retomber sur nos pattes, mais aussi finalement retirer beaucoup de choses, peut-être même plus intéressantes que si on avait finalement fait ce qui était prévu, de se déplacer, d'aller former des gens, et a fortiori des gens qui parlent pas la même langue, avec lesquels on doit utiliser, tu parlais de langue à l'instant, mais une langue véhiculaire entre nous, etc. Et puis maintenant, en fait, depuis 1 an, je suis responsable pédagogique de l'association parce qu'on a beaucoup grandi. Je peux déjà un peu faire le lien justement avec la raison pour laquelle j'avais commencé à travailler chez BSF pour ce projet européen. J'étais la 6e employée à l'époque et puis maintenant on est 32. Si je ne me trompe pas, ça change un peu tout le temps, donc je suis plus tout à fait sûre. Mais je pense qu'on est aussi nombreux, entre autres parce que on a eu cette chance de pouvoir commencer sur des projets d'inclusion numérique à un moment où ça démarrait peut-être doucement et où ça s'est accéléré, entre autres à cause de la pandémie. Et on était là au bon moment. Et on avait déjà accumulé un petit peu d'expérience, donc on a été vite identifiés comme des interlocuteurs valables sur le sujet. Même si, de manière plus générale, la mission de BSF, c'est vraiment beaucoup plus large que ça, quoi. Ça, on va y revenir dans un deuxième temps. Voilà. Donc, t'as commencé, tu as approché le monde de la formation en étant d'abord formatrice toi-même, et puis peut-être à partir des MOOC, tu as découvert le côté plus ingénierie pédagogique. Oui, je l'avais déjà découvert encore un petit peu avant, mais oui, effectivement. Et maintenant, tu formes encore? Tu formes plus? Alors maintenant, je ne forme plus au sein de BSF. J'enseigne par ailleurs, mais plus au sein de BSF. Voilà. Et maintenant, je suis plutôt dans un rôle transversal d'accompagnement de nos formateurs et formatrices, de réflexion sur la cohérence interne de nos projets, parce que on fait beaucoup de choses différentes et pas que de l'inclusion numérique d'ailleurs. Et puis de réfléchir aussi finalement à ce que ça peut être notre ADN à travers tout ça. Et puis j'ai un rôle aussi, pas toute seule évidemment, mais de support justement dans la conception de nos projets, dans la conception de support, de déroulé de formation, des choses comme ça. Et
Justement, BSF, j'en parlais, des 2 missions principales en intro, donc former par et au numérique. Et Alors, si toi, je tu es peux en me train de permettre, dire... Oui? je t'interromps Oui. parce que c'est pas nos deux missions principales. Ok. Notre mission principale, c'est favoriser l'accès à l'information, l'éducation et la culture. Ça, c'est notre mission de base. Ok. Ce qui balaie large, Ouais, évidemment, c'est beaucoup plus large que ça. et ce qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et il se trouve que, je disais tout à l'heure, BSF en France a démarré il y a plus de 15 ans. Si ça s'appelle Bibliothèque sans frontières, c'est parce qu'il y avait une connexion dans un premier temps autour de Attends. l'idée. N'en dis pas trop, J'en dis pour le trop, moment, parce que d'accord. je me demande si Nicolas ou Jérôme connaissent finalement. On parle de quelque Ouais. chose qui est passé de 6 personnes à 32 personnes, qui existe depuis un certain temps, en Belgique, en France, peut-être ailleurs, Ailleurs aussi. et ailleurs aussi. Donc, vous connaissiez, vous, l'un et l'autre? Jérôme, peut-être, tu connaissais, toi? Nico, je sais que tu connaissais. Mais Nico, il connaît tout. Donc, je connaissais de nom. J'avais entendu par rapport à des actions effectivement de formation qui étaient faites, mais pas plus que ça. Donc, voilà, ma connaissance se limitait à la notoriété, on va dire. Et toi, Nico, vous avez travaillé déjà Ouais, ensemble, peut-être, ou... en fait, j'ai eu la chance de collaborer avec BSF quand BSF a débarqué en Belgique, avec même la précédente équipe, donc ça devait dater de 2016 ou 2017. Et ensuite, j'ai continué à collaborer avec le directeur actuel de BSF, Dimitri. On salue par ailleurs. Au-delà de travailler un peu sur les missions à l'époque de BSF, j'ai surtout œuvré au sein du conseil scientifique de la Khan Academy, parce que BSF à l'époque a eu pour mission d'adapter au programme d'enseignement belge l'outil Khan Academy. Enfin la plateforme Khan Academy, et donc j'ai œuvré au sein de ce conseil scientifique en accompagnant des enseignants à travailler sur le programme et en réfléchissant un peu aussi à la manière de faire la pédagogie avec la Khan Academy. Et ce qui était important à l'époque, c'était d'avoir une vision un peu plus systémique que la Khan Academy, parce que la Khan Academy c'était très fond il y a un noir outil... et on écrit en vert, non? Oui, ça, oui, que j'en ai. c'est ça. Et c'était un peu une plateforme où, la proposition de valeur, c'était on va apprendre tout grâce à la plateforme, alors que la position qu'on a développée avec BSF, c'était beaucoup plus, on va donner un outil pédagogique aux enseignants et on va accompagner les enseignants à l'utiliser. Et à l'époque, c'est ça qu'on a commencé à faire pour adapter la Khan Academy au contexte belge. Voilà, donc le début de la collaboration. Ouais. Et même encore plus largement que ça, parce qu'on est effectivement les adaptateurs pour potentiellement toute la francophonie, avec aussi des portes d'entrée différentes selon les pays et les programmes dont on vient. Et là, on est en train de travailler sur l'adaptation en néerlandais. Donc ça, c'est un autre morceau pour revenir. Lionel Vasson. Lio peut vous aider. Voilà, moi je pense que Lio, peut-être pour entretenir ton néerlandais, tu pourrais faire quelques exercices de maths, de sciences. Utilisez-moi. On a élargi les thématiques aussi sur lesquelles on travaille, et aussi l'intégration de cet outil dans la vie des classes, mais pas seulement. On travaille aussi, par exemple, avec des écoles de devoirs. On essaie aussi de sensibiliser les parents à l'existence de l'outil. Voilà. Et il y a un projet en particulier sur lequel on va un petit peu s'attarder aujourd'hui, qui s'appelle Connect2. Oui. Et qui lui vise à combattre l'illettrisme numérique dans un certain contexte. En tout cas, la fracture numérique. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, Connect2, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans. On a répondu à un appel à projet pour de la formation, mais en ligne. Donc pour la conception d'un parcours de formation individuelle pour alors potentiellement tout le monde, mais au départ pour tout employé fédéral, local, communal de l'administration, qui pouvait se retrouver parfois un peu en difficulté face à des citoyens qui se connectent, qui eux-mêmes sont en difficulté numérique, et puis qu'on ne sait pas toujours comment accompagner. Donc avec l'idée de sensibiliser d'abord à la question de la fracture numérique, et puis surtout de donner des clés pour pouvoir accompagner le mieux possible les personnes qui en auraient besoin et qui sont nombreuses. Donc voilà, on a
on s'est lancé dans cette aventure qui était quand même une sacrée aventure, on peut le dire. Mais donc, ce projet-là, il est quand même sur un public qui est très hétérogène, finalement. Complètement, ouais. Alors, on a, pour être précise, dès le début, il y a même carrément 2 parcours. Il y a le parcours Connectou de base, qui contient des éléments de sensibilisation à ce que c'est la fracture numérique, mais aussi à ce que ça veut dire concrètement dans des situations de vie quotidienne, pour essayer quand même de travailler un peu sur déjà la dimension d'empathie et de se représenter ce que ça peut être d'être en difficulté, avec aussi par exemple un module sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un adulte qui doit apprendre des nouvelles choses dans un domaine dans lequel il n'est pas familier. Et puis quelques bases de l'accompagnement sur les aspects un petit peu plus psychologiques, mais ça c'est pas le propos principal du Connectou général. Et puis alors il y a aussi c'était pas spécialement prévu en tant que tel au départ, mais ça a été ajouté un module sur tout ce qu'on peut faire en amont quand on est dans une administration et qu'on conçoit des supports, des interfaces, etc. Et comment est-ce qu'on peut rendre les choses accessibles, compréhensibles, etc. Même si c'était peut-être pas tout à fait notre job au départ, c'est vite avéré que c'était quand même important d'en parler. Et puis il y a aussi un petit focus sur un certain nombre d'applications, parce que évidemment c'est difficile d'aller expliquer à quelqu'un comment se servir d'une application si soi-même on a un peu du mal. Donc là c'est un peu plus technique, et puis aussi connaître un peu le panorama de ce qui existe au niveau de l'aide ou de la formation numérique. Ça c'est pour le public tout venant, je dirais. Et donc là, je crois qu'on reste dans quelque chose qui est suffisamment basique pour que, quel que soit le background, on puisse entrer dedans. Et puis après, je peux parler éventuellement de Connectou Plus si vous voulez après, mais peut-être qu'il y a d'abord des réactions à ça. Ouais, et je pense qu'on va effectivement creuser un peu tout le travail d'ingénierie pédagogique, mais un point qui me semble important à un peu mettre sur la table et devant le micro, c'est que ce dispositif, certes, c'est former des personnes, mais c'est aussi permettre à ces personnes de faire du transfert de compétences. Parce que c'est pas juste former des personnes à avoir certaines compétences, c'est elles-mêmes à accompagner d'autres personnes. Et dans certains projets que j'accompagne, j'ai pu remarquer que c'était finalement le plus difficile, enfin, où les dispositifs de formation les plus complexes, parce que c'est vraiment rendre capable quelqu'un de rendre capable quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Donc il y a un peu cet effet en cascade. B2B2C. Ouais. Comment est-ce que vous avez géré ce côté transfert de compétences à d'autres? Parce que c'est pas juste former, c'est former à être capable de former et de transférer. Ouais. Alors, je vais dire, on l'a géré humblement. Je veux dire, non, mais je pense qu'il faut pouvoir être réaliste et conscient justement du fait que qu'on est sur des dimensions qui prennent du temps et que dès lors, si on veut avoir une ambition très poussée à ce niveau-là, c'est probablement pas le meilleur outil et la meilleure cadence, et le fait que ce soit assez individuel. Alors oui, j'ai pas précisé, mais ça c'est peut-être quand même important. Il y a la possibilité, malgré le fait que c'est un parcours individuel en ligne, de participer à ce qu'on appelle des cafés Connectou. Donc ce sont des sortes de petits temps d'échange d'1 heure avec alors à ce moment-là un formateur ou une formatrice interne de chez nous, pour revenir sur des thématiques plus précises et des besoins plus précis que par exemple un fonctionnaire pourrait rencontrer. Et alors là, on a un outil supplémentaire qui permet peut-être d'aborder un peu ce que tu évoques, Nicolas, de travailler sur les pratiques, les postures qu'on peut adopter dans ce genre de rapport de transfert de connaissances. Mais sinon, c'est vrai que je pense qu'on peut pouvoir dire sans nécessairement en rougir, mais que on reste à un niveau plus général de sensibilisation, d'un partage de premières bonnes pratiques. Et on a mis un accent quand même assez important sur la posture et sur la dimension psychologique, plus que sur la dimension technique proprement dite. Ouais. Ok.
Moi, je voulais revenir aussi, et Stéphanie, d'avoir profité de que tu sois là pour clarifier ça aussi, enfin, ou en tout cas avoir votre point de vue par rapport à la fracture numérique. Parce que c'est vrai allez, c'est quelque chose qu'on entend depuis pas mal de temps. Et j'avais entendu aussi un témoignage où on disait, en fait, la fracture numérique évolue dans le sens où c'est plus un problème d'accessibilité en tant que tel, puisque maintenant tout le monde a accès au numérique, mais c'est pouvoir l'utiliser et bien l'utiliser. Et donc, parce que j'ai vu sur votre site aussi, vous parlez de vulnérabilité numérique aussi. Donc, parce que je pense que c'est intéressant de bien comprendre, en fait, c'est quoi l'enjeu pour après passer vers le dispositif pédagogique. Donc, peut-être préciser, vous, quelle est votre analyse des choses et comment vous l'abordez? Merci beaucoup de poser la question parce que c'est super important. Effectivement, je pense que c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit fracture numérique parce qu'en général, j'utilise plus tellement cette expression pour plein de raisons. D'abord parce que fracture, ça donne un peu l'impression que c'est un truc un peu net qu'on peut aussi peut-être résoudre. Hein. Tu mets le plâtre et puis ça se répare et puis c'est parti. Et contrairement à d'autres domaines. Bon, par exemple, si je reprends le coup d'une langue, t'apprends une langue, c'est vrai que tu peux la perdre, mais à un moment, ça revient, et la langue, elle évolue pas à un rythme qui fait que si tu ne la parles plus pendant 5 ans, le jour où tu t'y remets, c'est plus la même langue. Tandis qu'ici, on est quand même sur des compétences qui sont liées à un environnement qui, lui, est en constante évolution. Donc, les compétences attendues, si elles sont spécifiquement techniques, elles sont vite obsolètes. Donc on n'aime pas trop cette idée de fracture dans le sens on y est ou on n'y est pas, parce que tu peux à un moment ne pas être nécessairement dans une situation de décalage par rapport à ce que le numérique attend de nous, mais parce qu'à un moment tu décroches suffisamment longtemps, et au moment où tu essaies de remonter dans le train, il est parti beaucoup plus vite qu'on ne pensait. Donc déjà ce terme-là fonctionne pas très bien. Et vulnérabilité, on préfère le terme parce que la vulnérabilité peut venir de différentes raisons. On peut être parfois vulnérable pour des problèmes d'accès. Et puis on peut être parfois vulnérable pour des questions de compétences, mais aussi par rapport à des questions de parcours scolaire, de confiance en soi. On a souvent une sorte de cumul des peines en quelque sorte, c'est-à-dire que souvent les personnes qui sont en difficulté sont des personnes qui sont dans des univers socio-économiques déjà complexes, où on a un rapport aussi à l'apprentissage qui est pas évident parce que on a un historique parfois un peu lourd là-dessus. Et donc rien que cette idée qu'on est capable d'apprendre quelque chose de nouveau, et surtout dans le domaine technologique, c'est vraiment pas gagné d'avance. Or, je suppose que même si vous faites référence à vos histoires à vous, on sait tous que quand on s'est mis dans la tête qu'on n'était pas capable d'apprendre, voilà. Ça ne facilite rien, ouais. Ça ne facilite rien. D'où aussi notre volonté de mettre un accent fort sur l'accompagnement de mise en confiance, l'accompagnement psychologique. Et cette idée que si je pense que je peux y arriver une première fois, même si l'interface a changé la fois prochaine quand j'y vais, et que je suis plus trop sûre de où cliquer, je vais pas avoir peur que tout se bloque ou que mon ordinateur explose sous prétexte que j'ai pas cliqué au bon endroit. Et justement, comme tu parlais de vulnérabilité, hein, et que ça peut être multifactoriel à ce moment-là, est-ce que les personnes sont conscientes qu'elles sont vulnérables de manière numérique? Allez, par rapport à la fracture, on va dire j'ai accès, j'ai pas accès, peut-être qu'on conscientise plus, mais par rapport à la vulnérabilité de je suis pas compétent pour utiliser le numérique, est-ce que de manière générale, les gens sont plutôt conscients ou pas vraiment, ou quel est un peu leur rapport à ça? Ça dépend un peu des publics. Alors, il y a par exemple des publics qui sont stigmatisés à l'extérieur comme étant potentiellement vulnérables, et donc je prends par exemple le cas des seniors. Ils sont vulnérables et en même temps ils sont pas nécessairement aussi vulnérables qu'on le pense. Si ce sont des seniors qui eux-mêmes ont eu un parcours scolaire par exemple qui les a suffisamment valorisés pour qu'ils se mettent en tête qu'ils sont capables d'apprendre, pour revenir sur cette notion-là. Et à l'inverse, dans des publics plus jeunes, il y a ce sentiment général de je maîtrise l'outil, et puis il y a des tas de situations où la vulnérabilité surgit parce qu'on est mis dans une situation X où on constate qu'en réalité on ne maîtrise pas telle ou telle compétence qui était nécessaire. Donc le degré de conscience peut être assez variable, et il y a quand même
très très corrélé à des degrés de conscience d'une fragilité générale dans la vie. Je vais reprendre ou Nico, si tu veux encore rajouter quelque chose, vas-y. Moi, j'allais passer sur un côté un peu plus méta, mais vas-y. Oui, juste ici pour creuser les compétences dont tu parlais. Quelles sont les compétences en fait auxquelles vous formez exactement, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de typologies, de définition de ces compétences numériques, etc. C'est quoi dépasser sa vulnérabilité numérique en quelque sorte pour rendre ça concret pour nos éditrices et auditeurs? Alors, j'ai l'impression qu'il y a même peut-être 2 questions en une. Nous, enfin, en termes de référence par rapport à qu'est-ce qu'on appelle des compétences numériques. On pour essayer de cadrer un peu ça, on fait référence à un cadre qui s'appelle le DIGCOMP, qui commence à être un peu connu dans le domaine et qui classe les compétences dans 5 catégories. Et au sein de chaque catégorie, il y a des sous-compétences. Donc en tout, il y a un package de 21 compétences. L'avantage de ce cadre-là, je pense que le cadre a été un peu réfléchi comme le cadre européen des langues, justement pour essayer de permettre aux gens de parler de la même chose. Je sais pas si ça marche aussi bien, mais on trouve quand même que c'est intéressant simplement parce que ça ouvre la réflexion sur tout ce que ça peut toucher. Il y a un domaine qui concerne la communication à travers le numérique par le biais du numérique, puis il y a des questions sur la sécurité numérique, mais il y a aussi une thématique autour de la résolution de problèmes. Enfin, ça ouvre un peu le scope et on peut se dire tiens, ça touche finalement beaucoup de domaines et je peux être plus compétent dans un et un peu moins dans l'autre. Donc ça, c'était par rapport à ta question sur à quoi on se réfère. Et puis la deuxième partie de la question, je crois qu'entre-temps j'ai oublié. C'est quoi dépasser sa vulnérabilité numérique? En fait, c'est par rapport peut-être à ce référentiel-là, est-ce qu'il y a des compétences que vous ciblez en particulier pour dépasser le côté vulnérabilité? Alors il y a on travaille, nous, quand même, avec des publics qui partent de vraiment pas grand-chose, en général. Donc, soit on fait de la formation d'accompagnants ou de la formation de formateurs, mais quand on fait de la formation comme on dit, de bénéficiaires finaux, ce sont des personnes qui partent vraiment d'un niveau de maîtrise très, très bas. Donc, ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, de nouveau, c'est à mettre les gens sur la première marche, à prendre conscience de la capacité d'apprendre, et donc à avoir une prise en main des outils sur des compétences de base, de se connecter à Internet, rédiger et envoyer un email, télécharger des photos, les envoyer, ce genre de choses, mais en lien avec évidemment les besoins qu'on peut avoir au quotidien. Et puis alors les étapes suivantes, si je reviens par exemple au DIGCOMP, il y a 5 catégories de compétences, mais il y a aussi 8 niveaux de maîtrise potentiels. Nous, on s'intéresse aux 2-3 premiers niveaux de compétences en partant du principe que pour le reste, si on veut continuer à se former, justement, on a mis le pied à l'étrier. C'est possible en autonomie. Et puis, c'est possible en autonomie. Il y a vraiment cette question d'autonomisation qui est super importante, ouais. C'est transversal sur ces 5 domaines de compétences, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Et pour faire un pas en arrière sur le dispositif, comment est-ce qu'on le construit, donc en termes d'ingénierie pédagogique, comment est-ce qu'il a été conçu? Alors il y avait un cahier des charges qui était qui était quand on va même parler de cette relation avec le commanditaire là aussi tu peux embrayer les deux, sinon on le fait en 2 temps, mais vas-y. Donc le commanditaire, c'est BOSA, c'est le système d'appui du fédéral qui avait effectivement rédigé un cahier des charges assez précis avec un certain nombre de vidéos qui devaient figurer dans le résultat final, avec alors il faut savoir aussi que c'est un parcours évidemment qui existe en français, en néerlandais et en allemand. Donc il y avait
tout ce travail aussi à faire. Je fais peut-être une petite parenthèse de nouveau sur la question de linguistique, mais la situation n'est pas exactement la même en Belgique francophone et en Flandre par rapport au rapport au numérique. Et ne serait-ce que par exemple trouver des experts qui pouvaient venir à un moment éclairer certaines choses, mais dans les deux régimes linguistiques, les experts ne travaillaient pas exactement sur avaient pas exactement les mêmes focus, donc c'était pas toujours évident d'avoir deux parcours qui étaient complètement comparables, mais donc l'objectif, je t'interromps, c'était d'avoir deux parcours identiques plutôt que deux parcours qui sont, on pourrait imaginer, prétendument adaptés à chacun des publics. Oui, non. Donc plutôt deux parcours identiques, mais avec un bon équilibre aussi au niveau des représentations par rapport à d'éventuels besoins qui peuvent émerger, ou bien par exemple si je parle c'était un travail qui était quand même, quand je dis c'était un beau projet, c'était un sacré challenge, et ça le reste, parce que si on prend ne serait-ce qu'un module un peu plus pratico-pratique comme la cartographie des acteurs du numérique, la carte elle est pas la même en Flandre et en Wallonie, pour ne prendre que cet exemple-là. Et tu parlais de commanditaires et de cahiers des charges assez précis. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de travail, on va dire, d'ingénierie pédagogique globale du dispositif à faire. Si, quand tu dis qu'ils avaient précisé le nombre de vidéos, c'est-à-dire qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Il y avait pas ils savaient déjà que ça devait être quelque chose en e-learning, ou si je le comprends bien, parce qu'on n'en a même pas parlé, mais que ça pouvait pas être un autre format, ça pouvait pas être, par exemple, comme tu le proposais, des communautés d'apprentissage au sein des services publics, etc. Enfin, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui se mélangent en fait dans un cahier des charges, parce qu'il y a aussi des questions qui sont strictement financières à un moment. Donc, par exemple, l'estimation des vidéos, je pense sincèrement, alors moi je peux pas le jurer, mais c'était une estimation qui était faite pour aussi avoir une sorte de cadrage financier, parce qu'on sait que ça coûte pas la même chose de concevoir une vidéo que de mettre un PDF à lire. Donc, je pense que, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'a pris quand on a réfléchi au projet et qu'on a fait une proposition, c'est qu'on a pris ce nombre de vidéos au départ aussi comme une sorte de cadre de référence par rapport à l'enveloppe financière aussi, et ce que ça nous permettait de faire. Mais donc il y a quand même eu vraiment un travail d'ingénierie. Ce qui a été malgré tout un challenge, c'est les allers-retours qu'on a dû faire à de nombreuses reprises, parce que je pense que comme dans beaucoup de projets, entre le moment où on conçoit quelque chose et puis ce que c'est en train de donner, on se rend compte qu'il y a un décalage plus ou moins important. Et puis parfois, souvent, les équipes qui rédigent les appels d'offres ne sont pas celles qui gèrent le suivi. Même les personnes qui rédigent la proposition ne sont pas nécessairement celles qui conçoivent, même si dans notre cas, c'était heureusement la même équipe. Mais il y a eu énormément d'évolutions en cours de route. Et aussi sur la présence des deux parcours, comme je disais tout à l'heure, il y a un parcours Connect2+ aussi qui Et le format, c'est comparable, c'est un MOOC? Tu as travaillé dans le monde des MOOC? On en parlait dans l'épisode précédent. Globalement, c'est ça. C'est l'e-learning, c'est une plateforme, je veux dire, finalement relativement traditionnelle, mais là aussi, il y a eu des ajustements. Je vais pas passer sur les aspects trop techniques, à la fois parce que peut-être c'est pas ça le plus intéressant, mais aussi parce que moi j'étais beaucoup sur le projet tout au début, et puis c'est sorti de mes mains, donc j'aurais peur de peut-être avoir loupé certains épisodes. Mais ça a été aussi parfois très frustrant de se dire on a des intentions pédagogiques qui sont claires à certains moments, mais techniquement ça va pas être possible. Et ça va pas être possible pas parce que les outils n'existent pas, mais simplement parce qu'ils ne sont pas ou supportés ou admis au sein de l'interface d'hébergement, et donc voilà, on doit à un moment faire un pas en arrière et se dire comment est-ce qu'on garde la substantifique moelle et surtout nos objectifs pédagogiques à nous, mais dans un cadre qui est parfois un peu plus contraint. Mais et peut-être, Stéphanie, pour ceux qui connaîtraient pas trop le projet, si tu as un peu décrire le trajet ou quelques chiffres aussi de
du temps que ça représente, des personnes qui ont suivi, du type d'activité qu'il y a pour un peu se faire une idée à quoi ressemble ces parcours. Et donc si on parle du parcours Connectoo de base, il y a. On te laissera parler après du Connectoo Plus. Tu l'as essayé plusieurs fois, mais. Oui, parce qu'en plus il est tellement chouette. Enfin, nous on trouve qu'il mérite aussi d'être mis en avant. Le parcours de base, c'est 6 modules. Attends, on t'a perdu pendant 10 secondes. Ah bon, ok. Ouais, on te laisse reprendre au début de Ouais. Le parcours de base, il est constitué de 6 modules. Donc je pense que j'ai peut-être déjà évoqué un peu tout à l'heure, donc je vais résumer. Il y a des choses qui tournent autour des enjeux de la fracture numérique. Non, c'est plutôt les enjeux de l'inclusion numérique. C'est à quoi ça sert finalement de passer du temps à permettre à tout le monde de remonter dans le train. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement dans une vie quotidienne d'être peut-être en difficulté numérique? Et puis un module sur le fonctionnement du cerveau, sur les mécanismes d'apprentissage, un module sur les compétences de base pour accompagner quelqu'un, mais c'est vraiment très basique. Le panorama des acteurs du numérique. Et puis j'en oublie un. Ah oui, il y a la question de ce qu'on appelle les applis focus. Donc c'est des tutos finalement pour certaines applications qui sont souvent qui posent souvent difficulté aux usagers et puis alors ce fameux module autour de l'accessibilité, de comment concevoir des services qui sont plus inclusifs au niveau numérique. Ça c'est le parcours Connectoo. Alors avec ce qu'on connaît un petit peu traditionnellement, justement des vidéos, des questions, des petits quiz. Voilà. Ok. Je précise pour Lio et Nico que vous voyez que les MOOC ne sont pas morts. Hein. Référence à l'épisode, référence à l'épisode précédent. Hein, oui. Voilà. Donc, on blague à part. Et est-ce que ça, c'est un parcours à n'importe quel citoyen ou citoyenne peut le suivre? Et jusqu'à présent, il y a combien de personnes qui l'ont suivi pour avoir un ordre d'idée? Donc effectivement, n'importe qui peut le suivre. Il faut pouvoir se connecter via sa carte d'identité ou It's Me. Alors, au dernier recensement, il y a à peu près un peu plus de 4500 personnes qui ont suivi en partie ou en tout Connectoo, le parcours de base. Un peu plus de 1200 personnes qui ont joué le jeu de l'évaluation, certification pour obtenir un petit badge Connectoo. Et donc ça veut dire aussi, parce que ça je l'ai pas encore évoqué, mais que par rapport aux administrations, à partir du moment où vous avez participé à Connectoo, vous pouvez demander pour votre service un label Connectoo. Donc pour pouvoir dire tiens voilà, chez nous dans notre service ou dans notre administration communale, il y a des gens qui ont fait ce parcours et a priori on est peut-être un tout petit peu plus équipé pour vous accompagner. Ah oui, ça fait partie de l'autonomisation, on disait, des équipes aussi et des personnes. Voilà, oui. Okay. Et juste petite question, parce que tu parlais que c'était ouvert à tous, mais que ça nécessitait soit de sa carte d'identité ou It's Me pour se connecter au dispositif. Ouais. Pour accompagner des personnes assez proches, mes parents, j'ai déjà parlé de mon père sur le podcast, mais alors ton père apparemment il sait pas conduire, il sait pas conduire, il sait pas aller sur It's Me. Conduire, c'était ok, c'était les pratiques pédagogiques, mais revenons sur It's Me et sur la carte d'identité pour les accompagner dans leur usage de ces deux outils-là lorsqu'il y a des formalités de santé ou des formalités administratives à faire et pourtant ils sont plus ou moins, je leur donnerais quand même un niveau de 5 sur 10 au niveau des compétences numériques, mais ça leur pose problème. Donc est-ce que vous avez pas remarqué qu'à un moment la méthode de connexion pouvait elle-même être un problème d'accès au dispositif? Le public du parcours Connectoo, c'est un public un peu plus averti. Ce sont des fonctionnaires, des employés communaux qui sont eux en contact avec
des citoyens et des citoyennes qui pourraient être en difficulté, mais normalement, à partir du moment où vous vous dites tiens, je ferais bien le parcours Connectoo pour être un peu mieux armé pour accompagner des personnes en difficulté, c'est que vous-même vous êtes en tout cas pas à ce stade-là de difficulté. C'est vrai que moi je vous espérais qu'effectivement la plupart des employés communaux savent comment se connecter via leur carnet d'identité ou via Xme. Et c'est quand même ouvert à tous. Mais c'est quand même ouvert à tous. Oui, mais sauf que l'ambition du parcours n'est pas, ce n'est pas un parcours formez-vous au numérique. Donc si vous êtes en difficulté numérique, c'est pas Connectoo qu'il faut aller suivre. Il faut aller sur 1, 2, 3 digits si on sait comment s'y connecter. On a toujours cette première marche qui se former au numérique par le numérique. Quand on part vraiment de presque rien, c'est difficile. Okay. Moi, je vais te donner l'occasion d'expliquer Connect Plus parce que sinon on va zapper. Voilà. Et après, j'aurai une question extra, mais comme ça, je vais être sûr qu'on puisse parler de Connect Plus. Je vais faire extrêmement court parce que du coup, on a suffisamment fait le teaser et les gens iront voir. Mais c'est un parcours qui est beaucoup plus poussé au niveau de vraiment l'accompagnement personnalisé. Donc, il y a un module sur la communication non violente pour gérer, par exemple, des réactions d'exaspération qu'on peut avoir de l'autre côté quand les personnes ne savent pas comment faire. Il y a un module vraiment très important sur la question de la posture. Donc, comment est-ce qu'on se met dans une posture vraiment de facilitation qui rassure la personne qu'on a en face de soi, qui normalise le fait que c'est difficile. Ça, c'est un point vraiment important, de sortir les gens de cette idée qu'il y a ceux qui savent, les experts en numérique d'un côté, et puis les autres qui sont nuls et qui resteront nuls. Donc, c'est vraiment beaucoup plus poussé à ce niveau-là. Et finalement, c'est le lieu où on a pu aller vraiment plus loin par rapport à ce qu'on pensait pouvoir apporter aussi dans une dimension. Connectoo Plus, c'est pour les personnes qui sont vraiment en contact régulier, en première ligne, avec des usagers en difficulté. Connectoo, c'est de manière générale, je peux être amenée à rencontrer ce genre de problématique. J'y suis intéressée, mais je connais pas grand-chose. Et alors, je découvre par la porte Connectoo. Merci. Et ta question du coup? Oui, j'ai une question, mais un peu mon dada qui est l'évaluation et de voir par rapport à ça. Est-ce que déjà dans le cahier des charges, il y avait des objectifs précis et comment après vous avez mis en place l'évaluation de comment est-ce que vous allez évaluer? Donc j'ai compris qu'il y avait une certification sous forme de badge. Donc là c'est quoi? C'est via un quiz ou oui, ce sont des quiz et il faut obtenir 70% de réussite pour obtenir le badge. 70% sur les quiz pour chacun des modules. Mais bon, là effectivement oui, on est sur des choses assez classiques en termes d'évaluation. Oui, donc vous voyez combien de personnes, enfin la complétude, la réussite au quiz, voilà. Ouais. Oui, non, mais c'est pour. Et ça, c'était déjà prescrit dans le cahier des charges ou c'est vous-même qui l'avez mis en place? C'était prescrit, même si je crois me souvenir, parce que 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis, mais qu'on a quand même fait un petit peu des allers-retours sur à quel pourcentage, et puis est-ce que le système de badge c'est le meilleur, enfin voilà, des choses le genre de questions qu'on se pose dans ce genre d'interface et je veux bien croire. Ouais. Et comment tu parlais tout à l'heure de pouvoir faire appel à BSF pour des ateliers, des cafés Connectoo. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Le citoyen aussi peut le faire, ou bien c'est juste l'administration du coup? Alors là, c'est payant, j'imagine, vu que c'est un service en plus, mais c'était dans le package de départ, c'est-à-dire que dans l'offre qui était faite par rapport à la demande, il y avait une demande de prévoir quelque chose de plus proche du présentiel. On est arrivé à la formule café connecté en ligne café Connectoo parce que c'était le plus simple à gérer, même si on avait au départ peut-être l'ambition ou l'espoir de pouvoir faire du présentiel. Mais ça, c'est lié à la durée de vie du projet pour lequel nous, on a fait une proposition. Dans l'avenir à moyen terme, a priori, ça ne fera plus partie
du parcours complet, sauf si Bosa se dit tiens, là il y avait quand même quelque chose de bien qui se passait, on a envie de remettre une couche et donc et un budget là-dessus et voilà. Nico, tu avais encore une question. Ouais, tu parlais de 4500 personnes qui avaient suivi le dispositif. Comment est-ce qu'on motive 4500 fonctionnaires, 4500 potentiels participants et participantes à suivre ce dispositif? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour suivre quelque chose parce que vous êtes juste appuyé sur celles et ceux qui avaient envie de le suivre et puis voilà, est-ce que vous avez trouvé des moyens des incitants? C'était pas tellement dans nos mains, ça. C'était du côté de Bosa que ça s'est passé, beaucoup en termes de promotion interne, de sensibilisation justement à cette idée qu'on pouvait labelliser un service, qu'il y avait des choses qui se passaient. On a cru comprendre qu'il y avait quand même un petit peu de bouche à oreille au sein des services quand une personne s'y mettait, qu'elle le recommandait à d'autres. Donc ça nous fait quand même plaisir, on peut le dire, mais je sais pas dans quelle mesure c'est ce facteur-là qui a le plus influencé la participation. Donc non, ça c'était pas trop dans nos mains. On a fait, en fait, là où on intervenait, c'était dans les petites séances d'information sur ce que c'était. Donc, il y avait un gros travail pour faire connaître l'existence de Connectoo, et puis il y avait des séances d'information pour essayer de permettre aux gens de voir si effectivement le parcours pouvait réellement les intéresser. Donc nous, on était aussi à ce niveau d'information, et puis après au personnel administratif de décider s'ils voulaient participer ou pas. Finalement, le chiffre est quand même assez révélateur de... Ça, c'est quelque chose qu'on observe dans toutes les formations qu'on donne. On a aussi des formations, par exemple, à l'inclusion numérique pour des bénévoles au sein d'entreprises. Ça, c'est un autre projet, ça s'appelle Digital Buddies. On se rend compte qu'en fait, il y a vraiment quand même une sensibilité à cette question de l'exclusion numérique, de manière générale dans la société. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Donc, peut-être ce nombre, il répond un peu à ça. Il vient appuyer l'idée que la plupart des citoyens et citoyennes se rendent compte qu'on ne peut pas juste se contenter de cette évolution technologique avec tous les gens qui restent sur le quai et quelques-uns dans le train. Okay. On va tout doucement devoir clore notre échange déjà, ici, mais avant, un dernier point peut-être pour te permettre, si tu le souhaites, de présenter l'un ou l'autre projet de BSF, vu que la BSF n'est pas actif que au niveau de Connectoo. Tu citais notamment les Digital Buddies. Et il y a peut-être un autre projet, une autre branche, autre chose que dont tu souhaites parler ici en un instant? Ouais, c'est difficile de faire des choix. Non, effectivement, les Digital Buddies, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et puis qui a commencé tout doucement avec des petits projets et puis qui est en train de prendre un peu plus de place. On a aussi des projets un peu toujours dans la même mouvance, mais autour de l'intergénérationnel, où on a des jeunes qui ont formé des seniors dans le cadre de projets qu'on avait avec des CPS. On a une brigade numérique mobile qui est en train de se mettre en place bientôt, avec là aussi des étudiants qu'on va former pour aller dans le cadre de visites à domicile, aider des personnes vulnérables à découvrir le numérique et à s'autonomiser, parce que effectivement, je pense que j'ai peut-être pas assez insisté sur cette volonté-là dans notre démarche. Voilà. Et puis bon, voilà, on s'appelle Bibliothèque sans frontières et on a aussi quelques projets autour du livre et de la lecture qui sont plus récents, mais auxquels on croit beaucoup. Mais voilà, je peux probablement pas. Je vous invite à venir voir notre site. Bah oui. Justement, en préparant ici l'épisode, j'ai été voir sur votre site et effectivement, j'étais déjà impressionné par le fait que ça va des tout petits aux personnes plus âgées aussi, hein, donc c'est ça que j'ai, que c'est très hétérogène. Et je suis même tombé sur un projet, une action sur lire avec les tout petits, puisque tu parlais de lecture aussi, où il y a un kit, et ayant moi-même une fille qui est dans cette tranche d'âge-là, il y a effectivement un kit avec 11 fiches pour lire avec les tout petits, 11 fiches de lecture. Donc voilà, j'invite tous nos auditrices et nos éditeurs à aller voir en libre accès. Ça a l'air très chouette avec des recos de livres, mais avec des petites vidéos. Je vois, c'est assez riche.
donc voilà. Et Donc, puis oui, beaucoup de choses et en dessous autour de 30 oui. mois, donc ça va vraiment de tout petit Oui, oui. jusqu'à plus âgé. Donc, Et puis pour les parents, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la cybersécurité, cybercitoyenneté des enfants. On a le programme super-héros. Pourquoi je dis super-héros? Cyber-héros. Parce que les parents sont des super-héros Mais aussi. vraiment, oui, bien sûr. Donc voilà, franchement, faut pas hésiter à aller voir. On a quand même beaucoup d'outils qui sont là pour qu'on s'en serve. Donc On va faire ça et on invite tout le monde à le faire. Merci beaucoup, Stéphanie. avec plaisir. Merci à vous. Bon ben, notre épisode touche à sa fin et comme dans tout épisode qui se respecte, on laisse une petite place, une grande place, à nos recommandations. Et cette fois-ci, honneur à notre invité, donc Steph, c'est à toi. Ah ben alors moi j'ai choisi de parler d'un compte Insta. Alors peut-être on va pas voir le lien directement avec les questions d'éducation, de formation, encore que. Donc c'est le compte Insta d'une dame qui s'appelle Geneviève et c'est geneviève.rapjeu, R-A-P-J-E-U, comme rap game, mais en français, ou peut-être comme je rappe en verlan. Je sais pas quelle était exactement l'intention derrière. Mais donc c'est une sexagénaire qui a découvert le rap il y a 4-5 ans et qui est complètement fan d'un peu tout et n'importe quoi. Alors dit comme ça, c'est peut-être pas bien formulé, mais qui a en tout cas des intérêts très larges et variés dans le domaine du rap, mais qui s'y intéresse de façon pointue et qui en parle de façon pointue. Et donc moi, ce que j'adore dans ce compte, d'abord c'est que je découvre des trucs. Elle s'y connaît beaucoup mieux que moi en rap. Elle m'a fait découvrir des choses. Et alors j'aime bien la posture qu'elle a adoptée parce que c'est pas je vais faire comme si j'étais jeune et me plonger dans une culture qui n'est peut-être pas la mienne au départ, mais comme si c'était la mienne au départ. Non, elle l'aborde vraiment avec son point de vue de sexagénaire qu'il n'a pas connu plus tôt. Ce qui donne quelque chose de vraiment intéressant parce que la façon dont elle en parle, elle utilise les codes d'une autre génération pour parler de productions qui sont souvent des productions de générations plus jeunes qu'elle. Mais c'est super intéressant et je trouve que ça donne vraiment un regard intéressant aussi sur les clichés d'agisme, jeunisme, etc. Et puis, elle a aussi quelques vidéos, vous irez voir parce que franchement, elle est assez savoureuse. Où elle imagine ce qu'elle pourrait faire pour faire découvrir le rap à des personnes de sa génération à elle, qui rejettent en général en bloc le rap. Et en se disant, bah tiens, il me semble que je leur ferai d'abord écouter ceci, et puis à un moment, je mettrai du West Coast, parce que je pense que quand même, on peut pas ne pas tomber amoureux du West Coast, mais peut-être je ferai d'abord ceci, cela. Donc il y a une réflexion de sa part j'ai envie de partager ça un peu plus largement. Alors je crois que c'est son fils qui s'occupe des aspects peut-être un petit peu plus techniques de sa page et du look and feel comme on dit, mais voilà, je trouve qu'il y a moyen de faire un pas de côté et de regarder ce compte avec un regard de pédagogue ou je sais pas, mais et de s'en inspirer pour certaines choses. Et aussi, si je peux refaire le lien avec des choses que j'ai évoquées plus tôt, sur peut-être un message plus global sur l'idée qu'on peut apprendre à tout âge. Elle s'est quand même hyper spécialisée dans un domaine où on ne l'attendait pas et où, à mon avis, elle-même ne s'attendait pas non plus. Et voilà, ça c'est peut-être un message qui me tient particulièrement à cœur, cette idée de l'apprentissage à tout âge et de ne pas se refermer les barrières psychologiques tout seul ou de ne pas laisser les autres nous les fermer sous prétexte qu'on n'est pas dans les bons critères. Voilà, c'était merci, on ira voir Geneviève alors. Hein. Geneviève, je suis déjà sur sa page. Hein. Ouais, je suis déjà sur sa page à regarder toutes les vidéos. C'est intéressant. Voilà. Cool. Merci beaucoup. À toi, Nico. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Ah bah de mon côté, j'ai été rechercher une reco un peu associative vu que c'est dans le cadre du podcaston. Cet épisode, j'espère que j'ai pas fait déjà cette reco, mais on serait pas au premier épisode où on répète une reco où l'un de nous partage la reco de quelqu'un d'autre, etc. Mais bref, la reco, c'est le site et le documentaire The Week de Frédéric Laloux. Alors Frédéric Laloux, vous le connaissez peut-être par son livre best-seller en quelque sorte, Reinventing Organizations, qui promeut dans les organisations une structure plus
on va dire, horizontale, que les structures en silo et promeut pas mal de choses. Mais là, c'est pas du tout le sujet. The Week, c'est un documentaire en 3 épisodes sur les changements climatiques, enfin le changement climatique, faire un état des lieux de ce qui se passe et surtout envisager des pistes de solutions, des pistes d'action pour le faire. Et le nom The Week vient du projet. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant aussi de le voir avec son œil de pédagogue. Évidemment, c'est difficile de rester juste participant. On le disait en intro, on a toujours ce regard un peu de pédagogue. En fait, l'idée de The Week, c'est que sur une semaine, pour regarder ce documentaire, vous devez réunir plusieurs personnes. Et l'idée, c'est de regarder ce documentaire avec ces autres personnes et avoir des discussions de minimum 30 minutes suite à chaque épisode. Les discussions sont guidées à travers le site web qui est proposé. Et à chaque fois que vous avez débloqué un épisode, je pense que vous avez 1 à 2 journées à attendre et vous avez ensuite le deuxième épisode. Donc il y a vraiment tout un parcours, toute une expérience d'apprentissage à travers ce documentaire en 3 épisodes qui force d'une part à le faire à plusieurs et d'autre part qui force à discuter sur ce sujet-là avec vraiment un premier épisode de compréhension de la réalité, un deuxième qui permet de comprendre les causes des changements climatiques actuels et puis un troisième épisode qui montre ce qu'on peut faire. C'est une chouette expérience à vivre, donc j'invite tous nos auditrices et tous nos auditeurs à aller découvrir le site, à vivre l'expérience, à la vivre pleinement et puis peut-être à l'analyser avec un regard pédagogique parce que c'est aussi assez inspirant de ce point de vue-là. Mais top, et je pense que c'était la première fois qu'on en parlait, non? Ouf, ça va. Oui, hein. Oui, peut-être. C'est pas la dernière, cela dit. Voilà. De mon côté, je vous parlais d'un lieu que vous connaissez, je pense, ou en tout cas qui est connu pour au moins auprès des parents ou de ceux qui habitaient la région. C'est ce qu'est devenu le PASS. C'est le musée que je ne connaissais pas avant ou juste de nom, qui permet l'éveil scientifique c'était très interactif. D'aventure scientifique, je pense, c'était ça. Parc d'aventure scientifique. Parc scientifique, ouais, qui faisait le pass. Ouais. C'est devenu Sparco maintenant. C'est devenu Sparco, et donc j'ai découvert Sparco avec ma grande fille de 5 ans la semaine passée, et c'est super chouette en fait. Enfin, c'est adressé évidemment prioritairement aux plus jeunes, je dirais de 2 à 10 ans principalement, et c'est l'occasion de vraiment découvrir le monde en accès libre et permanent et très interactif, c'est-à-dire qu'il y a un parcours dans lequel on peut circuler avec en faisant plein d'expériences. Donc il y a aucune œuvre qu'on ne peut pas toucher quelque part, tout est touchable, manipulable et dans tous les domaines. Donc ça va de l'audiovisuel à la construction, à l'expression du corps, vraiment plein de domaines. Et il y a des tas d'animations à réserver, mais qu'on peut aussi réserver sur place une fois qu'on s'y trouve, ou dans le cas de groupes scolaires, où là ça touche à tout, jusqu'à la programmation, à enregistrer comme dans un studio télé, à jouer avec les molécules. Enfin, ça c'est aussi accessible en accès libre, mais et donc c'est vraiment, je recommande. C'est pas la dernière fois que j'y vais, mais c'était la première. C'est dans la région de Mons, je sais pas exactement où, mais c'est pas bien loin de Mons. À Framery. C'est à Framery même. J'étais Ouais. pas sûr. Voilà, c'est à Framery. Tu connais la région. Tu y es allé, toi, Nico, déjà? Oui, moi j'ai. C'est lui qui Alors l'a créé, pas hein. 10 fois. Non. Tous les pas dimanches dans- matin, il est parti. Pas dans la dernière version Sparco dont vous parlez, mais moi je suis allé à l'époque quand j'étais tout petit dans ce que c'était encore comme vieil établissement, enfin vieille institution minière avec le châssis Oui, à c'est ça. molette, etc. Avant que Ouais. ça devienne le PASS, c'était vraiment encore une Mais mine. c'est sur le même et- site, hein. Ouais. C'est sur le même site et ils ont conservé un espace, une salle ou deux qui explique justement cet environnement-là autour du charbon dans la région. Donc l'infrastructure et le bâtiment est très moderne et a réussi en même temps à bien s'inscrire dans ce patrimoine-là. Donc waouh. Et en plus, il y a moyen de manger un bout sur place. Il y a une grande plaine de jeux, ce qui n'enlève rien au bonheur des plus jeunes. Toi, Jérôme, tu connaissais?
Je connaissais de nom, et pour la petite anecdote, j'ai voulu y aller tout début septembre avec ma fille, puisqu'elle est en enseignement néerlandophone, et donc il y a une semaine plus tard, et en fait c'était fermé, puisque c'était la fin des vacances et que c'était pas encore réouvert pour les écoles. Donc voilà, je trouvais ça pas très cool pour ceux qui voulaient aller et qui du coup, enfin voilà, c'est un des problèmes des régimes linguistiques et des vacances différées. Ouais. Mais donc voilà, c'était une petite frustration, mais tu me l'as bien rappelé, revendu ici pour que je puisse. C'est bien ouvert maintenant. Et ils ont tout un couloir aussi. J'ai pas pu m'y attarder vu que c'était typiquement ce qui ne l'intéressait pas sur les métiers de demain. Donc j'ai pris quelques photos que j'ai pas encore eu l'occasion d'analyser, mais ils ont des tas de planches descriptives de différentes fonctions qu'on devrait voir, qui devraient voir le jour prochainement, potentiellement. Mais on en reparlera. Voilà, je regardais tout ça. Jérôme, toi, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Mais une reco, j'espère qu'on n'en a pas encore parlé non plus. En fait, c'est une série documentaire qui s'appelle The Week de Frédéric Laloux. Je sais pas si non, vous raconte connaissez. Un peu. Donc en fait, c'est le gars qui a... Non, ok, évidemment. Blague à part. Alors, en dehors, évidemment, du fait d'aller voir le site de Bibliothèques sans frontières, parce que comme je le rappelle, il y a vraiment plein de choses à voir, et que on disait en off aussi que le terme Bibliothèque sans frontières peut être perturbant dans ce qui est proposé comme activité, mais c'est vraiment très très large aussi, donc allez y jeter un œil ou deux. Non, moi c'est un dossier sur, ça va tout à fait vous surprendre, les évaluations. Ça s'appelle donc Repenser les évaluations à l'heure des IA génératives. Donc dossier qui a été établi par l'Université de Bretagne Sud, où ils font le lien aussi entre, ils reprennent la taxonomie de Bloom par exemple en disant qu'est-ce qui peut être fait par l'IA, par l'humain. Donc c'est assez pratique. C'est pas très très long non plus, on pourrait penser que c'est un dossier mais pas du tout. C'est disponible sur site internet, et donc on vous donnera le lien évidemment comme toutes les recos en description de l'épisode. Voilà pour moi pour cet épisode. Merci beaucoup Jérôme. Bon n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, ou si vous pensez qu'il pourrait plaire, même s'il ne vous a pas plu à vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour rappel, ce podcast est 100% indépendant. Donc nous n'avons rien d'autre à gagner que votre reconnaissance, et ça nous va très bien. Et avant de vous saluer, je tiens une fois encore à saluer l'initiative du Podcaston de mettre à l'honneur d'une manière originale des associations qui œuvrent au quotidien pour un mieux vivre ensemble et chacun avec soi-même. Donc merci pour cette belle initiative, le Podcaston. Et enfin merci à toi Stéphanie d'avoir accepté de jouer le jeu. C'était chouette de pouvoir te recevoir. Merci vraiment pour l'invitation à vous trois, et puis effectivement à Podcaston. Je vais pas dire quand tu veux, parce que c'est pas le principe du podcast, mais c'était vraiment un plaisir aussi de te recevoir. Super. Et puis voilà, c'est chouette de pouvoir venir parler de ce qu'on fait. Donc encore merci. Et puis effectivement, merci Jérôme d'avoir rappelé qu'on a un chouette site. Où on peut trouver plein de choses. Qui gagne à être encore plus connu, oui, effectivement. Merci. Et Nico, Jérôme, à bientôt. Très vite. On se retrouve très vite pour parler de quoi. On l'annonce déjà? Allez, vas-y Nico. On va refaire après une bonne année un épisode autour de l'intelligence artificielle. Il y a eu tellement de développement depuis qu'on se devait de revenir à ce sujet et de vous proposer 3 chroniques sur l'intelligence artificielle dans le monde de la formation. Donc ce sera à découvrir dans le prochain épisode. Ouais, et chronique créée par l'intelligence artificielle, en fait, on n'aura rien à faire. Comme toutes les précédentes. Ouais, voilà. Ça promet. Bien. Chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Si vous aimez le podcast, dites-le à vos amis.